Claudia Amar. Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire de mesure dans le cadre du projet collaboratif Approche Inspire de la MPOC pour l'amélioration des soins et la création de la valeur. Nous sommes heureux d'avoir l'interprétation simultanée pour cette émission, cette web émission. Vous pourrez poser les questions dans la langue de votre choix en appuyant sur étoile 1 et évidemment en vous servant de la fonction dialogue au bas de votre écran également. Veuillez noter qu'un enregistrement complet de la séance d'aujourd'hui et que les diapos seront disponibles sur la plateforme en ligne suite à cet appel. Il s'agit de la deuxième de chaque activité sur les mesures pour ce projet collaboratif. Aujourd'hui, vous obtiendrez plus de renseignements sur les mesures et les outils requis par les équipes. Vous entendrez les commentaires et observations du co-enseignant sur les plans de mesure et vous vous renseignerez davantage sur l'initiative ontarienne d'actes médicaux fondés sur la qualité. Nous en avons brièvement parlé lors du dernier webinaire. Aujourd'hui, vous obtiendrez davantage de renseignements. Alors, aujourd'hui, nous accompagne Kay Phillips, directrice principale évaluation et amélioration de la performance à la FCASS et membre du corps enseignant pour le projet collaboratif Inspired. Madame Jillian Demons, coordonnatrice du programme Inspired COPD Outreach. Madame Melanie Rathgaber, enseignante amélioration de la qualité et mesure et également directrice de Merge Consulting. Et Terry Sullivan, professeur, département des politiques de santé à l'Université de Toronto. Et moi, je suis Claudia Amar de la FCASS. J'ai aussi ma collègue Jen Verma, directrice principale, ainsi que nos productrices Kelly Ripley et Sheena Powell. Nous avons aussi des équipes, entre autres Trina Benko, qui est spécialiste en amélioration au Hamilton Health Sciences Center. Ensuite, Deborah Casey, qui est pneumologue à l'hôpital de Toronto Western, Deborah qui est responsable des mesures pour son équipe. Et enfin, nous entendrons aussi le Dr. Peter Henderson, qui est psychologue et responsable de la mesure à l'hôpital Ottawa. Alors, pour commencer, je voulais réitérer certains des messages clés issus du webinaire du 27 octobre dernier. D'abord, nous avons parlé de choisir des mesures qui sont appropriées pour votre contexte et votre milieu. Ensuite, il faut mettre en place des processus pour permettre au personnel de faire la collecte et l'analyse des données. Il est inutile de donner trop de questionnaires à vos patients ou à vos parties prenantes. Nous recommandons des questionnaires de 15 à 20 minutes au gros maximum afin d'éviter cette surdose de questionnaires. Une autre observation faite par Jillian sur les petits essais de changement. Donc, visez quelques patients pour lesquels vous pouvez administrer des questionnaires, examiner les données, évaluer si le processus fonctionne et ensuite élargir à d'autres patients. Nous avons aussi évoqué le fait que la conversation peut être un bon moyen de poser des questions aux patients qui se trouvent sur les questionnaires plutôt que leur demander de le faire à eux seuls. Une dernière observation qui rattache le tout, c'est de comprendre l'objectif de mesure, c'est-à-dire est-ce que vos données vous permettent d'évaluer vos résultats et est-ce pour la bonne population de patients. Alors, je ne vais pas entrer dans trop de détails concernant ces questionnaires suite au questionnaire. Cependant, suite au questionnaire sur le dernier webinaire, nous avons déterminé que les répondants estimaient que ça avait été très utile, que ça avait été utile pour comprendre les forces et les faiblesses des outils présentés. Mais de manière plus importante, ces questionnaires post-webinaire nous permettent de revoir le programme d'enseignement. Ainsi, nous vous encourageons à prendre les 5 minutes qu'il faut après ces webinaires pour compléter les questionnaires. Lors du dernier webinaire de mesure, nous avons présenté le plan de collecte de mesures et de données. Le plan vise à établir la norme pour le projet collaboratif sur le plan des domaines d'amélioration de la qualité, les définitions opérationnelles, les mesures principales, les sources de données, ainsi que les échéances pour le projet collaboratif. Le plan sera peuplé de mesures clés et d'outils. Vous devrez ainsi identifier quand les données seront colligées, qui les colligera et à qui vous les partagerez. Vous devriez évidemment ajouter toute mesure et outils pertinents pour votre initiative. Lors de l'appel d'aujourd'hui, nous voulions vous rappeler les mesures clés et les sources de données que vous devrez recueillir au cours du projet collaboratif. Certains d'entre vous sont toujours en train de raffiner vos plans de mesure, nous en sommes conscients. Et comme vous le savez, dans l'ensemble du projet collaboratif, nous visons 4 domaines d'amélioration de la qualité. Dans le cadre du domaine de soins centrés sur le patient et sa famille, et d'ailleurs nous reviendrons à la diapo précédente. Donc, pour le domaine des soins centrés sur le patient et sa famille,
L'équipe Inspire se servira du score global du questionnaire sur les besoins d'information pulmonaire pour évaluer les besoins d'information du patient et de la famille avant le début du programme et suite à l'achèvement du programme. Nous demandons aussi que le guide d'entretien soit administré. Cela devrait permettre d'informer le programme. Sur le plan de la coordination des soins, nous demandons aux équipes de faire la collecte des mesures en 15 points sur la transition des soins, c'est-à-dire transition entre le milieu de soins et le domicile. C'est une mesure qu'on vous demande de compléter auprès des patients avant le début du programme et suite à son achèvement. Si vous regardez l'efficacité des soins, vous faites déjà la collecte d'un grand nombre de ces données, entre autres le taux de consultation aux urgences pour MPOC, le taux d'admission pour MPOC ainsi que la durée moyenne de séjour, le taux de réadmission pour MPOC à 30 jours, 90 jours, 6 mois et 1 an. Sur le plan de la fréquence, comme vous avez beaucoup de processus au sein de vos organisations, vous avez déjà une collecte de données, on recommande que vous fassiez la collecte des données de manière trimestrielle. Ainsi, cela concorderait avec nos webinaires de mise à jour. Sur le plan de la pertinence des soins, on ne précise pas les mesures car on veut s'assurer que les mesures que vous identifiez soient étroitement alignées à vos interventions. Ce sont des mesures que vous devez pouvoir prendre sur une base continue, c'est-à-dire hebdomadaire ou mensuelle. Un exemple, vous auriez le pourcentage de patients qui reçoivent un plan d'action tout au long du programme ou pendant les visites des éducateurs à MPOC. Si vous faites la collecte de ces renseignements et vous constatez que ce n'est fait que pour 20 des patients, vous pouvez vous poser la question pourquoi est-ce le cas et investiguer la question. Il est important de se poser les questions pourquoi faites-vous la collecte de ces renseignements et comment pouvez-vous servir de ces renseignements sur une base régulière afin de vous assurer d'avoir les résultats attendus. Mélanie y reviendra dans quelques minutes et vous donnera davantage d'exemples. À titre de rappel également, si vous n'avez pas soumis vos plans de mesure ou vos plans de travail, vous pouvez le faire auprès de Megan Rossiter au plus tard le 2 décembre. Évidemment, si vous avez des questions, besoin de précision sur les attentes en matière de collecte de données, sentez-vous bien à l'aise de communiquer avec moi. Alors, les prochaines diapos représentent la rétroaction reçue des équipes suite au dernier webinaire et la transcription de certaines des conversations dans la boîte de dialogue. Alors, à partir de ces questionnaires suite au webinaire, on constate que 74 des équipes veulent d'autres mesures que les mesures clés, c'est-à-dire des mesures de processus. Ça peut être des choses comme le pourcentage de patients pour qui on a un plan d'action suite au congé de l'hôpital, le pourcentage de patients qui ont complété la planification préalable des soins, le pourcentage de patients admissibles qui ont reçu un diagnostic MPOC par spirométrie, mais aussi, par exemple, le taux de mortalité, l'utilisation des soins intensifs, la qualité de vie, l'espoir, l'anxiété et la dépression. Alors, nous attendons avec impatience de vous présenter une plus vaste gamme de mesures tout au long de ce projet collaboratif. À ce stade, je cède la parole à Jillian qui vous donnera quelques recommandations. Jillian Demons, lorsque je regarde les outils présentés par les équipes, je constate que certaines équipes n'ont pas l'intention de se servir de cet outil. Enfin, à moins qu'il n'y ait une bonne raison, vous devriez vous en servir. Des équipes comme Saskatoon Health, le réseau de santé universitaire et l'hôpital d'Ottawa ont l'intention de se servir de ces outils en plus d'autres. Comme nous le disions lors du webinaire précédent, je ne demanderai pas aux patients et aux familles de faire plus que 10 à 15 minutes de questions. Étant donné que certains questionnaires dont la transition des soins sont assez longs, ceux-ci ne laissent pas beaucoup de place pour des questionnaires supplémentaires. Je dirais au maximum 1 ou 2 en plus. Faites des tests auprès de vos patients pour savoir combien de temps ça prendra. En vous servant de ces outils, il est important de se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche à apprendre? Il faut choisir des questionnaires qui s'attaquent à vos priorités clés et qui évitent les redondances. Certaines équipes choisiront peut-être de ne pas faire de questionnaire au-delà de ce qui est exigé par le plan et ça, c'est parfaitement acceptable aussi. Certains outils informent les soins individuels, d'autres permettent de comprendre le programme de manière plus générale.
Certains feront les deux. Avec des outils comme le CTM15 qui vous permet de comprendre votre programme plus globalement, une fois que vous en êtes servi avec un assez vaste groupe de patients et que vous êtes capable de tirer des conclusions sur l'efficacité de votre programme dans le cadre de la transition des soins, vous pourriez changer cet outil pour un autre outil. Par exemple, un outil qui traite d'un domaine où vous avez des difficultés, que vous essayez de renforcer afin d'élargir vos apprentissages. Vous pouvez aussi réintroduire le CTM15 plus tard, tandis que votre programme évoluera, ou vous pouvez plutôt choisir le CTM3. Je constate que l'hôpital d'Ottawa envisage le CRQ et le réseau universitaire de santé envisage aussi le CRQ, ainsi que l'indice d'espoir. Comme je le disais lors du dernier webinaire, autrefois on avait le CRQ et l'indice de l'espoir Hearth, pré et post. Mais nous n'avons pas constaté une amélioration considérable au cours des programmes. Si vous souhaitez vous servir de l'indice de l'espoir et le CRQ, c'est votre choix, mais si vous cherchez des résultats démontrables, je vous encourage à investiguer d'autres mesures. Si vous cherchez un moyen de dépister les patients pour identifier les patients qui ont du mal avec l'angoisse et la dépression, je vous encourage à vous servir d'un outil plus pointu. Le PHQ-4 est un outil de dépistage pour l'angoisse et la dépression. On en parlait hier. À l'origine, on se servait du PHQ-4 au lieu du HAD parce qu'il est plus court pour déterminer la prévalence de la dépression et de l'angoisse. On ne s'attend pas cependant à avoir beaucoup d'améliorations sur le plan de l'angoisse et de la dépression au cours du programme. On veut se servir du PHQ-4 pour identifier les patients qui ont besoin d'aide au-delà de la portée de notre pratique afin que l'on puisse les aiguiller vers les services dont ils ont besoin. Le PHQ-4 est donc une option pour les équipes. Je vous cède la parole maintenant, Mélanie. Mélanie Rathgaber. Merci. Alors, je souhaitais un peu parler de la définition des mesures, de la conception des mesures, surtout des définitions opérationnelles. Évidemment, certains plans de mesures que j'ai constatés étaient très précoces. Ils ont beaucoup évolué depuis, cependant. Je pense qu'il est toujours important de rappeler des choses importantes comme, par exemple, les mesures sur la pertinence des soins. C'est le genre de choses qu'on définit soi-même. C'est beaucoup plus facile d'avoir une définition opérationnelle précise pour avoir des mesures. Alors, je souhaite de nouveau insister sur le fait que cette définition doit être très précise. Lorsque vous préparez votre plan, ayez une définition qui dit précisément ce qui sera mesuré, comment le résultat sera calculé, sera-t-il question d'un pourcentage, d'une moyenne, et aussi, quelle population sera comprise dans la collecte de données? Est-ce que ce sont tous les patients qui font partie de votre clinique, de votre programme? Est-ce que ce sont ceux qui n'ont reçu qu'un diagnostic primaire de MPOC? Enfin, toutes ces choses doivent être très bien précisées dans la définition opérationnelle afin de faciliter la prise de mesure. Un exemple. Je l'ai tiré de l'hôpital d'Ottawa. Hôpital d'Ottawa qui a très, très bien défini sa pertinence des soins. Il parle de mesurer la formation sur l'autogestion. Alors, la définition opérationnelle précise exactement de quoi il s'agit. On dit de ceux qui participent au programme de la MPOC, donc on sait qui, le pourcentage, donc on sait comment le résultat sera calculé, le pourcentage qui reçoit une formation sur l'autogestion, et on précise, y compris un plan d'action écrit pour les exacerbations avancées de MPOC. Alors, on sait précisément ce qui sera mesuré, comment le résultat sera calculé et quelle population sera comprise dans la collecte. Alors, c'est un excellent exemple. Un ajout suggéré pour que ce soit vraiment beaucoup plus facile de mesurer, on voudra peut-être dire d'ici quand, c'est-à-dire quelle sera l'échéance. Par exemple, le pourcentage de patients qui ont reçu une formation sur gestion dans les 3 premiers mois ou après la première visite à domicile, afin que l'on puisse déterminer très rapidement qui correspond à ces critères, qui n'y correspond pas.
Dans certains des plans précoces que j'ai constatés, beaucoup d'équipes disaient vouloir mesurer les consultations sur le renoncement au tabac. Si vous voulez faire quelque chose comme cela, bon, ça peut prendre une forme différente selon la définition qu'on y accorde. Donc, une définition opérationnelle pourrait ressembler à parmi ceux qui participent au programme et qui fument actuellement, le pourcentage qui est aiguillé vers des services de consultation en renoncement au tabac. Et là, vous avez l'échéance avant la deuxième visite. C'est le genre de détail qui vous permet de mesurer plus facilement. Il est plus facile, évidemment, de mesurer les participants aiguillés, mais une suggestion, si c'est vraiment essentiel pour les résultats, vous pouvez peut-être envisager ceux qui sont aiguillés et qui assistent effectivement à la thérapie. Bon, je sais que ça ne relève pas de votre contrôle, c'est une question de choix de patient, mais ça vous aide à voir ce qui se passe suite à l'aiguillage. Et ça vous donne une bonne idée aussi, plus tard, de l'efficacité de votre programme. Et vous pouvez le répercuter dans vos résultats. Alors, ce sont des exemples des définitions opérationnelles. Donc, c'est important de rédiger cela dans les plans que tout le monde mesure de la même façon, surtout pour les équipes qui ont plusieurs équipes, plusieurs sites qui font de la collecte de données. Ce sera encore plus important de le préciser, c'est-à-dire que tout le monde fasse la même collecte de données. Alors, à ce stade, pendant quelques minutes, je vais vous laisser nous présenter vos exemples et nous poser vos questions sur le plan des définitions opérationnelles. Alors, j'ignore si on a l'intention de prendre ces questions dans le chat, Claudia. Claudia Amar. Oui, je vois que les gens se servent de la boîte de dialogue. En attendant, je peux reprendre quelques questions qui ont été présentées dans la dialogue de chat. Entre autres, Jane qui nous demande si le changement dans le taux de réadmission est important. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est que vous devez pouvoir suivre ces renseignements pour les patients de votre programme Inspired. C'est pourquoi c'est si important de déterminer qui est votre population cible. À moins que vous ne vouliez avoir un groupe témoin de patients qui ne font pas partie du programme Inspired. Idéalement, vous parlez d'admission de patients qui ont reçu le diagnostic de MPOC tout au long du projet collaboratif. Mais évidemment, il faut procéder au cas par cas et évaluer vos projets individuels. Si vous voulez poser une question verbale, je vous rappelle, vous pouvez appuyer sur étoile 1 et nous ouvrirons votre ligne. Jane dit, oui, je pense qu'il faut pouvoir comparer des pommes avec des pommes et donc avoir une bonne population cible. Josh Scoville de Horizon Health nous demande, notre équipe envisage de voir le nombre de patients qui ont reçu une consultation sur le renoncement au tabac pendant leur séjour en hôpital. Des réflexions là-dessus, Mélanie? Melanie Rathgaber. Oui, c'est une excellente mesure si c'est quelque chose qui se produit en hôpital. Maintenant, sur le plan de la définition opérationnelle, je serais intéressée de savoir comment vous ferez la collecte de ces données. Est-ce que ce sera une étude du dossier du patient? Enfin, comment allez-vous déterminer combien de patients ont reçu cette consultation, sachant que, bon, ce ne sont pas tous les renseignements qui sont toujours versés au dossier du patient. Claudia Amar. Parfait, merci. Alors, nous allons continuer. Alors, la prochaine section, étant donné que certains d'entre vous avaient dit que vous aviez besoin d'aide sur le plan des mesures, nous avons pensé qu'il faudrait peut-être faire intervenir Jill pour éclairer votre lanterne. Jillian. Alors, les équipes ont dit qu'elles avaient besoin de plus de soutien pour la planification préalable des soins et les soins de fin de vie, la satisfaction du patient, les mesures adaptées au contexte à son domicile, les moyens d'évaluer l'impact de l'initiative sur les médecins et les partenaires communautaires, l'identification d'un intervalle de mesures approprié. Je me demande ce que souhaitent
savoir précisément les équipes sur le plan de la planification préalable des soins et les soins de fin de vie. S'il s'agit du degré de préparation du patient à procéder à la planification préalable des soins, je pense qu'il existe des outils, mais moi, je pense qu'il est préférable d'évaluer le degré de préparation de votre patient en lui posant la question directement. C'est tentant de se servir d'un outil, surtout lorsqu'on parle de quelque chose qui peut être assez inconfortable pour les cliniciens, mais aussi pour les patients. Cependant, un outil ne doit pas servir à substituer à une relation euh, avec les patients. C'est effectivement ce que l'on souhaite, une approche centrée sur le patient. Une chose que l'on cherchait à avoir davantage de soutien, pour laquelle on voulait davantage de soutien, c'est de savoir quand il faut recommander le patient à des soins palliatifs. Bon, cela dépend de votre situation. En Nouvelle-Écosse, les soins palliatifs sont essentiellement consacrés aux patients atteints de cancer. On nous a demandé d'éviter de d'aiguiller des patients vers ces services s'ils ne sont pas atteints de cancer et surtout s'ils ne sont pas dans les derniers mois de la vie. Vous savez, les patients de la MPOC, on dit très souvent, marchent vers leur mort. Kathy Simpson, qui parlait lors du webinaire hier, en dialogue avec Anne-Marie Krugnoff, qui travaille à Capital Health, a élaboré un cadre d'évaluation qui détermine quand il faut recommander les patients aux soins palliatifs. Et un des principes directeurs de cet outil est de savoir si le clinicien serait étonné que le patient meure dans les 6 prochains mois. S'il n'est pas étonné et que si le patient respecte certains critères supplémentaires, à ce moment-là, un aiguillage vers les soins palliatifs est approprié. On peut rendre cet outil disponible sur la plateforme d'apprentissage partagé. S'agissant de la satisfaction du patient à présent, dans le cadre de l'évaluation post-programme, des outils peuvent être utilisés. Entre autres, le guide d'interview qui peut suppléer à une conversation ou être un complément à cette conversation. Vous pouvez ajouter évidemment des questions à l'outil si ça ne correspond pas tout à fait à vos besoins. S'agissant des mesures adaptées au contexte des soins à domicile, il existe des outils évidemment, mais selon ce que vous voulez apprendre de ces outils, il faudra choisir en fonction de vos objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif clair sur le plan des soins à domicile, je crois qu'un outil supplémentaire est inutile. S'agissant maintenant d'évaluer l'impact de l'initiative sur les médecins et les partenaires communautaires, on se sert, nous, de l'enquête sur la satisfaction des médecins. Ceci nous permet de savoir si les omnipraticiens en communauté sont généralement satisfaits de nos communications. Cependant, ce que j'ai trouvé encore plus utile que le questionnaire, c'était les entretiens qualitatifs avec les médecins et les infirmières qui avaient recommandé des patients. Ici, nous avons eu une rétroaction très concrète sur les moyens d'améliorer notre communication. Une fois que votre programme aura été en place pendant quelques moments, je vous encourage à faire des entretiens auprès de médecins clés qui aiguillent vers vos programmes et qui n'aiguillent pas vers vos programmes afin de déterminer pourquoi ils le font, pourquoi ils ne le font pas. S'agissant maintenant de l'identification d'un intervalle de mesure approprié, je laisserai Melanie répondre. Melanie Rathgaber. Merci, Jillian. Alors, une question qui est parfois posée concerne l'établissement d'intervalles de collecte appropriés, c'est-à-dire à quelle fréquence devez-vous faire la collecte des données. Bon, ça peut être difficile de comprendre. Vous savez, c'est parfois difficile d'expliquer pourquoi on veut mesurer ce qu'on mesure. Tâchons de déterminer ce qui est le plus important. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous trouvez que c'est logique et si c'est utile. Alors, comme je le disais, il y a tant de mesures, ça peut être assez difficile. Alors, voici ce à quoi on a réfléchi. D'abord, certaines des mesures principales dont vous faites déjà la cueillette sont des mesures de résultats. Par exemple, taux d'admission pour une MPOC. Ces mesures ne changeront certainement pas très rapidement. Alors,
Étant donné cela, je pense qu'on peut les résumer ou les communiquer trimestriellement pour comprendre les effets globaux du programme. Si vous pouvez les évaluer mensuellement pour avoir une idée de la tendance, ça peut être utile, mais je ne pense pas que c'est le genre de choses qui vous dira beaucoup de choses hebdomadairement ou mensuellement. Ensuite, certaines mesures principales sont recueillies avant et après sur une base individuelle. Dans ce cas-ci, vous donnez à un patient individuel un questionnaire sur la transition des soins ou le questionnaire sur l'information pulmonaire. Donc, vous le faites 2 fois, pré- et post-intervention. Ça, à mon avis, c'est très utile pour vous sur une base mensuelle, c'est-à-dire pour déterminer si ces personnes à qui vous avez administré le questionnaire euh, donnent les résultats que vous escomptiez. Par exemple, parlons de mars 2015, tous les patients qui ont fait le post-sondage pourraient être répertoriés sur un diagramme de progression afin de voir quelle est l'évolution de mois en mois. Globalement, à la fin du programme, vous pourrez vous servir de tous les questionnaires pré et post afin de faire un test d'hypothèse. Mais je pense qu'il serait utile de vous servir d'un diagramme de progression mensuel, comme je le disais. Alors, troisièmement, vous avez des mesures de processus. Bon, vous m'aurez entendu dire qu'il est parfois important de prendre des mesures instantanées pour avoir une idée mensuelle. Donc, les mesures de processus, les mesures sur la pertinence des soins, par exemple le renoncement au tabac, les visites de suivi dans les 48 heures, la planification préalable des soins, c'est le genre de mesures qui vous permet de rapidement déterminer si cette intervention est livrée comme vous l'avez prévu. Si vous avez des difficultés, à ce moment-là, vous pouvez rapidement les corriger. Par exemple, le pourcentage de patients qui ont une visite de suivi dans les 48 heures, ce sera important d'avoir ces renseignements de manière en temps réel. Mais donc, il est important de mesurer mensuellement pour avoir une idée au minimum. Alors voilà, je cède la parole à Claudia pour les questions et observations. Claudia, merci beaucoup. Donc, une ou deux questions pour le personnel enseignant. On dit, bon, que dire des données un peu extrêmes? Est-ce qu'on doit les exclure? Alors, Mélanie, est-ce que vous avez quelques suggestions? Les données atypiques, comment définir la population cible et quels critères d'exclusion devraient être envisagés? Melanie Rathgeber, non. À part ce que vous venez de dire, je crois que bon, il faudrait décider tout de suite si vous voulez inclure des critères d'exclusion et puis les appliquer systématiquement dans la période de collecte de données. Si vous pensez que ce n'est pas représentatif de la population que vous tâchez de que vous voulez prendre en charge, vous pourrez les exclure. Mais la clé, c'est de savoir bon, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Alors, donc, il y avait la discussion pour dire, bon, ce serait... Il se pourrait qu'il y ait une évolution au fil du temps, mais les comparaisons entre les provinces, c'est une autre suggestion qui a été faite. Ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est de pouvoir vous déterminer si vous vous améliorez. Gillian Damons. Alors, donc, au niveau des données atypiques, s'il y a des patients qui ne répondent pas aux critères
d'aiguillage. Par exemple, ils n'ont pas eu suffisamment d'admission en urgence avant le programme ou d'exacerbation, mais nous pensons qu'ils pourraient en bénéficier. Donc, il ne s'agit pas des patients classiques. Nous pourrons alors mettre ces patients de côté, ou alors un patient qui n'a peut-être pas achevé le programme, ou alors donc il visite les inhalothérapeutes, mais peut-être pas la planification préalable. Alors donc il s'agit de quasi-participants. Nous pourrions donc envisager d'exclure ces patients. On pourrait voir, alors donc on pourrait voir à exclure certains de ces patients ou en fonction, disons, d'un outil de triage ou de filtrage systématique. La transition des soins aiguës aux soins de long terme. Alors donc, il faut parvenir à un point où le patient n'est plus traité pour une exacerbation de la MPOC. Il est à l'hôpital pour attendre de passer aux soins de longue durée. C'est à cette transition-là où nous pourrons déterminer la durée du séjour, quels sont les jours qui comptent quels sont les jours qui comptent pour l'admission au titre d'une exacerbation de MPOC. Melanie Rathgeber, très bien. Alors donc, ou plutôt Claudia Amar. Donc la différence entre le CTM3 et le CTM15 recommande le CTM15 comme point de départ et pour assurer que les équipes utilisent cela systématiquement. Et puis à partir de là, on voit la nécessité de passer au CTM3. Mais est-ce que vous avez des observations supplémentaires là-dessus? Melanie Rathgeber, on n'utilise pas le CTM3 depuis très longtemps, donc je ne sais pas si nous ratons quelque chose avec le CTM par rapport au CTM15, mais c'est bien que vous évoquiez ça. Comme je l'ai dit auparavant, je crois qu'avec le CTM15, surtout lorsque vous préparez un programme, ça peut être utile d'avoir davantage de détails. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons qu'on doit apprendre à l'origine, mais je crois que ce n'est pas nécessairement un outil que vous allez utiliser pour gérer les soins des patients à long terme. Enfin, pour la collaboration, on utilise le CTM15. Claudia Amar, donc je vais vous dire d'où ça vient quand on parle avec Graham Jean-Bobo, etc. C'est exactement pour la raison que vous avez évoquée. Au début, quand on crée un programme, cela vous donne davantage d'informations. Alors si vous utilisez cela systématiquement, donc après les 6 mois, après un an, si vous tirez des résultats systématiques, que vous apprenez beaucoup de choses, vous pourriez réduire ça, passer au CTM3. Alors donc, ces outils s'adaptent et changent. Vous commencez à vous rendre compte que quelque chose fonctionne très bien et puis vous n'avez pas nécessairement besoin de mesurer cela de manière aussi approfondie que vous l'avez fait depuis le début et vous pourrez décider de commencer à mesurer autre chose. Alors donc, on recommande que tout le monde commence par le CTM15 et puis ultérieurement, si vous voulez réduire ça parce que vous avez tiré toutes les leçons possibles du CTM15 et que la question en 3 points pourra vous donner une rétroaction supplémentaire au niveau de la coordination des soins, de l'autoprise en charge, que cela fonctionne bien, d'accord. Mais c'est là notre recommandation. Nous serions ravis de connaître vos expériences par rapport à tous les outils, mais ce serait très utile, ou alors tandis que nous augmentons un programme existant. Nous avons pensé que le webinaire d'aujourd'hui serait une excellente idée de faire parler des équipes qui incorporent diverses mesures. Alors je vais donc donner la parole à Trina Banco qui va nous parler du plan de mesure du Hamilton Health Sciences Center. Trina Banco, très bien. Alors, merci de nous avoir donné la possibilité de participer. C'est formidable d'avoir déjà assisté à ce débat qui va nous amener à apporter quelques changements. Nous appelons donc Hamilton Health Sciences, mais nous sommes nous-mêmes un projet collaboratif. Notre centre d'accès aux soins communautaires local est un partenaire ainsi que Soins à domicile Vital Air qui fournit des inhalothérapeutes. Alors donc, le site de l'hôpital général de Hamilton, c'est là que nous organisons ce projet collaboratif. Si vous ne connaissez pas ce site, l'hôpital général de Hamilton comporte un programme de médecine aiguë très important. Nous sommes un centre régional pour de nombreux programmes, y compris cardiaques et vasculaires.
il s'agit également d'un hôpital communautaire. Nous sommes situés dans une région d'Hamilton où sont domiciliées certaines des personnes les plus vulnérables. La série Code Red, vous en avez peut-être entendu parler, l'hôpital d'Hamilton s'y trouve. Donc notre objectif prioritaire consiste à nous permettre de mettre en place un modèle de soins global et proactif fondé sur des données probantes pour les patients atteints d'une MPOC modérée ou grave, tout en soutenant les aidants naturels, en réduisant le recours aux soins en milieu hospitalier et en limitant les coûts. Et au niveau des outils, nous allons utiliser donc l'échelle MRC. Les personnes qui ont un score de 1, 2 et 3, nous allons continuer à faire un suivi au niveau de notre processus actuel, ce qui inclut leur congé, les mesures au niveau du congé après traitement pour la MPOC, ainsi que le processus en cours. Les sujets qui ont un score de 4 ou 5 vont être invités à participer au programme Inspired. Et dans le cycle de ce programme, nous avons mis au point un processus de 12 semaines, donc 3 mois, ce qui inclut 3 visites d'un conseiller en deuil ou psychosocial et puis de l'inhalothérapeute. Nous avons 4 contacts prévus dans le cadre du programme. Alors donc, nos buts spécifiques que nous mesurerons comme résultat sont tout d'abord visites en l'urgence. Nous voulons réduire de 5% les visites aux urgences et nous avons établi un objectif ambitieux de septembre 2015. L'autre mesure de résultat, le taux de réadmission imprévu, nous espérons réaliser une réduction de 5%. Et puis enfin, nous espérons que le programme va nous aider à produire une expérience positive. En l'occurrence, nous nous concentrons sur le programme lui-même plutôt que de tâcher d'améliorer donc une mesure préalable de perception de la qualité des soins. Alors donc, la diapositive suivante, en bas à droite, j'ai déjà évoqué les visites en urgence et les taux de réadmission. Nous allons également étudier les coûts de soins de santé, y compris les coûts aigus, quoi de coûts aigus, mais l'équilibre au niveau de nos partenaires communautaires. Donc, il s'agira là d'un élément de notre cadran de l'efficacité. Ensuite, en haut à gauche, les outils, les soins centrés sur le patient et sa famille, ici sont bien alignés, je pense, sur ce que nous recommandons. Nous sommes emballés d'utiliser le questionnaire sur l'espoir du patient. Il s'agit donc d'un élément qui les espoirs et attentes. Nous espérons incorporer ces questions dans notre formulaire de consentement, c'est-à-dire qu'au moment où nous posons les questions, nous voulons poser des questions au moment où nous invitons le patient à participer au programme, et puis l'inhalothérapeute poserait les dernières questions vers la fin de la visite. En outre, dans ce cadran, nous allons utiliser le link. Bon, tout le monde se dira, bon, un obstacle, c'est l'intensité en matière de ressources qui est nécessaire pour administrer ces sondages. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait demander, mais pour le link, nous sommes emballés d'utiliser ça pré-congé parce que ça nous donne la possibilité, avant que le patient n'ait même quitté l'hôpital, de voir avec l'ensemble de mesures MPOC que nous mettons en œuvre pendant le séjour à l'hôpital, s'il y a quelque chose que nous n'avons peut-être pas évoqué comme nous l'aurions dû, est-ce que le patient a besoin d'un renforcement avant de revenir dans la collectivité. Et puis cela prépare donc nos partenaires, la première visite pour nos partenaires communautaires, parce que nous avons la possibilité d'établir donc une communication au niveau du séjour. Donc, on nous recommande de réaliser la mesure pré- et post-congé. Nous allons voir ça dans notre groupe. Dernier outil inspiré par le Dr Bobo qui a parlé du test d'évaluation, de l'outil d'évaluation de la MPOC. Donc, nous avons tâché d'incorporer cela. Et ça paraît aisé à administrer. Et cela peut susciter des mesures, des actions au moment de la visite, au moment de l'entretien avec le patient. Donc il y a une pertinence immédiate. Et par ailleurs, à la fin, on peut incorporer cela dans une évaluation globale. Alors voilà où nous en sommes. Au niveau de la qualité des soins, nous avons inclus le CTM15. Je dois confesser que nous avons eu des discussions pour savoir si nous aurions la capacité, et si c'est un outil qui nous donnerait la possibilité
d'agir au niveau, de faire un suivi au niveau immédiatement au niveau de l'évaluation. Nous avons été satisfaits de voir qu'il y a effectivement eu un impact sur les visites en urgence et les taux de réadmission. Donc il y avait là un volet d'évaluation, mais ceci étant dit, nous allons avoir des discussions pour la possibilité de tester le CTM15. Nous avons choisi le mois de décembre comme notre premier mois. Donc le premier ensemble d'outils pour les premiers patients. Donc nous utilisons le mois de décembre pour tâcher de tout affiner en fonction des leçons tirées donc des premiers éléments du programme. Il s'agit donc dans nos mesures du processus, il s'agit de l'élément 5 dans notre cartographie du processus. Il y a donc la communication avec le médecin de famille et puis dans le cadre de la prestation des soins pendant la période de 12 semaines, nous avons un flux de communication spontané avec les patients, au besoin. Il s'agit donc de l'une des mesures du processus dont nous allons faire le suivi. Et le dernier cadran, caractère approprié des soins, il y a deux éléments clés dans notre processus qui sont enracinés dans les données probantes. Il y a donc la trousse de transition pour MPOC. Donc tous les patients qui sont admis principalement pour la MPOC reçoivent au moment du congé. Deuxième indicateur, le plan d'action pour les médicaments. Et l'idée, c'est que chaque patient ait un plan d'action documenté avant le congé et cela serait appliqué par Vitalaire, le nanothérapeute Vitalaire, a pour mission de renforcer les instructions reçues dans le cadre de la trousse de transition. Alors voilà donc les mesures de base, les outils principaux. Nous serions heureux de recevoir une rétroaction. Claudia, merci beaucoup. Alors à présent, je vais donner la parole à nos enseignants. Kay Phillips. Bon, il y a eu un ou deux éléments qui n'ont pas été évoqués dans les diapositives. Le plan de mesure était un peu plus détaillé. Trina, donc si ce que j'évoque a changé, intervenez. Mais il y avait tout d'abord la question de savoir comment vous partagez l'information, comment vous prévoyez la communiquer. Bon, vous avez dit, bon, selon une fréquence appropriée, de manière hebdomadaire, une fréquence hebdomadaire dans les téléconférences, des rencontres d'équipe. Ça, c'est très bien parce que vous prévoyez utiliser ces outils pour éclairer la prestation des soins. Ça, c'est excellent. Je pense que la quantité de questionnaires, le nombre de questionnaires que vous prévoyez utiliser paraît réaliste. Et il y a autre chose que je n'ai pas vu là, mais dans votre plan de mesure, vous aviez quelques mesures supplémentaires du caractère approprié des soins. Corrigez-moi si vous n'avez pas l'intention de les utiliser, mais il y en avait plusieurs qui étaient liés aux échéances. Pourcentage de patients qui reçoivent un plan de service dans les 24 et 48 heures avant le congé, pourcentage de patients qui ne reçoivent pas d'oxygène, qui reçoivent une première visite de ventilateur 72 heures après leur congé, etc. Donc, se rendre à domicile dans les 72 heures après le congé, vous trouverez que constaterez que c'est peut-être un objectif difficile. Ne soyez pas trop déçus si vous n'avez pas de taux de succès, taux de réussite élevé, puisque le rendez-vous à domicile n'est pas tout à fait échappe à votre contrôle. Et en cas de congé après la MPOC, oui, il y a un risque élevé de rechute, c'est bien de les voir dès que possible, mais vous voulez les voir. Si vous insistez trop, le patient ne vous recevra pas nécessairement. Donc quand nous contactons les patients pour la première fois, ils diffèrent, ils temporisent, ils veulent peut-être se réinstaller chez eux ou ils sont inondés donc de contacts venant de diverses personnes post-contact. Donc c'est bien de vouloir contacter les patients dans les 72 heures, mais vous ne serez peut-être pas en mesure de rencontrer donc les patients pour la première visite dans ce délai. Quant aux autres objectifs de la pertinence des soins, ils sont plus réalistes parce qu'il s'agit donc du délai dans lequel vous prévoyez contacter un patient plutôt que du délai dans lequel vous prévoyez vous rendre au domicile de celui-ci. C'est tout. Claudia, bon, alors donc, Gillian, pourriez-vous commenter les ressources que vous avez dans la communauté? Gillian Demos, oui, merci pour la réinteraction. C'est bien quand on reçoit une rétroaction de quelqu'un qui nous dit qu'on n'est pas, qu'on peut se détendre un petit peu. Trina Banco. Bon, alors donc, il y avait une liste assez longue de ce que j'appellerais des mesures de processus, parce que, bon, nous avions préparé donc notre flux pour les patients
qui ont été identifiés pendant la période de 12 semaines. Essentiellement, il s'agit pour donner une idée du flux, la trousse de transition pour MPOC est appliquée à l'hôpital. Donc, le pneumologue procède à l'évaluation pour s'assurer que ce plan basé sur les données probantes est en place avant le congé. Nous invitons les patients à participer au programme. Nous établissons le lien avec donc c'est le processus normal. Il y a l'évaluation pour les soins à domicile. Dans ce programme, nous avons le conseiller psychosocial et de deuil qui rend visite à la maison après le congé, ce qui nous amène à boucler nos boucles de partenariat afin qu'elles fonctionnent correctement. Après le congé, le plan de congé est communiqué au médecin de famille. À ce moment-là, une fois le patient de retour chez lui, nous commençons les visites. Nos partenaires Vitalaire commencent, l'inhalothérapeute communique avec le patient en 1 ou 2 jours et nous espérons que cette mesure de processus donc nous permettra de rendre visite au patient dans les 2 jours, je crois, si le patient reçoit déjà de l'oxygène. Il y a peut-être une exigence à cet égard. Donc, Vitalaire atteint déjà cet objectif, mais puisque l'inhalothérapeute va donc fournir le programme, si le patient ne reçoit pas l'oxygène, nous avons donc ce délai de 3 jours qui nous permet d'établir des priorités entre les patients. Donc, encore une fois, ce rôle consiste à renforcer toute l'information provenant du plan d'action pour les médicaments. Et nous avons donc une boucle de communication qui permet de faire un suivi au niveau du coordonnateur des soins infirmiers s'il y a quelque chose d'engagé tout de suite. Et puis bien sûr, donc le médecin de famille participe aussi. Donc ça c'est notre espoir. Nous verrons comment cela fonctionne au fur et à mesure que nous procéderons à notre cycle. Dans les 2 semaines, il y a un autre contact avec l'inhalothérapeute dans les 2 semaines qui suivent et avec le centre d'accès aux soins communautaires qui rejoint également les patients au niveau de leur but de soins, de leur plan de service et d'adaptation afin de lancer la discussion au niveau de la planification préalable des soins. Il y a une autre visite du centre dans les 3 semaines suivant le congé et puis après 4 semaines, et puis ensuite l'inhalothérapeute de Vitalaire fait un suivi après le 2e mois et le 3e mois. Donc cette longue liste d'indicateurs figure sur notre modèle, reflète le processus que nous voulons mettre en place afin de mettre en place systématiquement pour chaque patient à chaque fois. Alors si nous éprouvons des difficultés, nous pouvons revenir à nos principes de base et tirer les leçons de notre expérience. Claudia Mar, très bien. Alors donc Mélanie, nous allons passer outre, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter à ce que nous venons d'entendre? Mélanie Radkeber, non, je crois que nous pouvons passer à la suite. Il y a un commentaire que je ferai que nous allons utiliser pendant la prochaine présentation. Pour toutes les équipes, ça m'intéresse toujours de voir comment les équipes établissent leurs objectifs. En l'occurrence, c'était une réduction des réadmissions. Je me demande comment est-ce que ce 5% va être atteint, comment la valeur est calculée. Et bon, pour souligner le fait que pour baser cela sur vos données de base à l'heure actuelle, baser cela sur ce que d'autres équipes ont réalisé, je crois que ça c'est un grand avantage d'un projet collaboratif. Donc voilà un commentaire général pour tout le monde. Alors donc, Claudia Mar, nous allons recevoir davantage d'informations des équipes au fur et à mesure que nous recevons leur plan. Nous pourrions peut-être en reparler à l'atelier de février. Alors nous allons donner la parole à Deborah Casey qui va évoquer le plan de mesure du University Health Network. Dr. Deborah Casey, bonjour. Alors donc merci de nous avoir donné la possibilité de présenter notre plan de projet dans son état actuel. J'aime beaucoup l'idée de recevoir des rétroactions. Je pense que même, bon, depuis une semaine même, nous avons eu une réunion d'équipes et de partenaires qui a changé un peu notre stratégie de mesure. Donc je vais signaler ces changements au fur et à mesure. Donc quelques antécédents, le réseau
UHN va mettre ce modèle en place dans un centre unique et c'est semblable à ce qui a été présenté récemment par le groupe de Hamilton. Il s'agit de recruter des patients des patients hospitalisés, mais aussi des patients au département d'urgence, donc créer un processus de communication proactive qui implique donc les diverses spécialités et un rôle de coordonnateur afin de procéder à des évaluations pour les patients qui sont hospitalisés, mais également pour proposer donc une clinique ambulatoire. Nous avons toujours des discussions sur la manière d'identifier les populations qui vont participer au programme. Nous envisageons les utilisateurs intensifs que leur fardeau de symptômes les place dans une catégorie modérée ou sévère, mais nous essayons de trouver des données pour voir donc dans quelle mesure cela serait faisable. Alors, donc notre but vise d'ici septembre 2015 à réduire de 50%, à partir d'un taux de base de 23%, le taux de réadmission sur 30 jours pour toute cause de patients atteints de MPOC modéré sévère adressé à un programme de prise en charge de la MPOC en milieu ambulatoire. Alors donc ça va changer parce que nous prévoyons accueillir des patients de l'urgence également. Un objectif ambitieux pour nous-mêmes, compte tenu des améliorations acquises par le programme d'Halifax, il s'agit de nous concentrer sur des patients qui vont participer au programme. Je crois que nous n'allons pas pouvoir montrer de gains au niveau institutionnel, par rapport aux patients MPOC dans leur ensemble. Donc nous espérons qu'une intervention intensive nous permette de faire preuve de réduction importante. Alors donc s'agissant de nos mesures de nos indices et mesures de planification et outils de mesures planifiées, les soins axés sur le patient et la famille d'abord. L'une des diapositives précédentes, on avait parlé donc du CAT, c'était le plan de collecte initial, mais après discussion et après les commentaires du docteur Bourbeau, nous avons donc décidé d'inclure le CAT. C'est quelque chose que nous utilisons en milieu clinique, ça peut être facilement administré, soit en milieu clinique ou en milieu hospitalier. Nous avons inclus d'autres mesures pour répondre aux observations que j'ai entendues aujourd'hui. Nous allons peut-être décider de rationaliser cela. Nous allons, je pense, inclure l'information, le questionnaire d'information pulmonaire. Cela va donc peut-être s'inclure dans la catégorie des enquêtes sur la satisfaction des patients salami. Nous allons peut-être renoncer aux HADS et au Heart Hope Index, même si le PHQ-4 comme outil de dépistage me paraît donc susceptible de présenter un intérêt. Mais c'est dans le cadran supérieur droit il s'agit donc du processus AQPP dont on va parler tout à l'heure dans la présentation. Il y a donc, nous avons donc des éléments supplémentaires que je vais vous montrer. Le défi sera que, en tant qu'établissement, les admissions MPOC représentent un élément limité. Je pense qu'il y a peu de chances que nous puissions présenter un changement pour l'établissement dans son ensemble, mais nous allons nous concentrer sur des patients qui sont recrutés, traités dans le cadre du programme INSPIRED, tâcher de démontrer des changements pour ces patients au niveau d'admission totale, taux de visite à l'urgence. Quelques-unes des mesures qui me paraissent intéressantes, donc le coût nous avons inclus une mesure de coût par habitant, cela nous permet intéressant au niveau donc du soutien des programmes. Nous avons également inclus une mesure nombre de visites à l'urgence attribuables à l'MPOC exigeant une réadmission. Donc, en prévoyant donc une prise en charge clinique rapide pour ces patients,
Nous pourrions donc inclure certains des patients de l'urgence dans la clinique afin de contourner l'admission à l'hôpital. Nous voudrions donc faire un suivi de cette mesure pour voir si s'il y a un changement à ce niveau-là, si on peut avoir un impact. Alors donc le cadran inférieur gauche, la coordination des soins, CTM 15, nous prévoyons utiliser cet outil et nous avons recueilli des données sur le pourcentage de patients qui reçoivent un suivi en temps utile. Nous n'avons pas encore intégré une mesure de la satisfaction des médecins auteurs plutôt qui sont à l'origine de l'aiguillage des patients. Quant à le caractère approprié, à la pertinence des soins, encore une fois, c'est sans doute trop ambitieux, je songe déjà à des mesures de rationaliser cela, mais pour le questionnaire de Bristol sur la connaissance en matière d'MPOC, on voit la capacité de réaction au niveau des interventions, mais je crois que l'outil Link pourrait en fait représenter un substitut adéquat. Mais nous espérons également envisager le pourcentage de patients qui ont procédé à une évaluation et qui ont achevé le plan d'action en matière d'autoprise en charge et la planification préalable des soins. Bon, il y a une observation que je voudrais faire. Il ne s'agit pas nécessairement d'un processus pré et post, mais plutôt d'une mesure de processus au niveau des interventions en matière de sensibilisation relative aux médicaments pour déterminer que ces interventions ont les résultats prévus. D'après certains outils de pratique exemplaire en matière de soins infirmiers, il s'agit de listes de contrôle dans l'espoir de démontrer que les améliorations en matière de technique d'utilisation de l'inhalateur, de l'atomiseur, peuvent être prolongées dans le temps. Alors, voilà quelques données que nous avons recueillies jusqu'ici. Donc, les mesures d'efficacité que j'ai évoquées, la plupart sont au niveau de l'établissement pour tous les patients atteints d'MPOC. Ce n'est pas classé en fonction de la gravité. Et nous allons publier ces données trimestriellement parce que c'est ainsi que l'établissement le fait. Et donc, il y a des lacunes dans nos mesures, mais nous sommes en train de négocier pour déterminer comment les mesurer. Il ne nous sera pas difficile de recueillir ces données. Il y a... nous éprouvons quelques difficultés au niveau des données, les problèmes d'identification de cas notamment, et tout particulièrement si vous regardez la toute dernière rangée, le suivi post-congé au niveau des praticiens de soins primaires ou des pneumologues, nos résultats semblent être très mauvais, mais notre problème est essentiellement lié à la difficulté d'obtenir des résultats. Nous ne pouvons faire un suivi qu'auprès des pneumologues primaires à l'UHN ou auprès de l'équipe de soins primaires. Donc, il nous manque tous les patients qui sont suivis par les praticiens en milieu communautaire. Il y a des tas de secteurs d'amélioration, mais également des problèmes en matière de gestion des données. Nous éprouvons des difficultés, par exemple, à distinguer l'effet du programme Inspired de celui des améliorations dans la collecte de données et dans les approches au fur et à mesure. Bon, je vais peut-être sauter cette diapositive. On m'avait interrogé au niveau des procédures, des indicateurs pour les procédures basées sur la qualité, et le ralignement sur ce que nous prévoyons recueillir pour le projet Inspired, mais si nous allons en parler tout à l'heure, donc je m'abstiendrai pour l'instant. Claudia, merci beaucoup. Donc encore une fois, je vais rendre la parole à notre corps enseignant. Mélanie, d'abord, avez-vous des commentaires, des questions pour notre invité? Melanie Rathkeeper, oui, très bien. Je voudrais revenir en arrière d'une ou deux diapositives. Je voudrais vous dire une ou deux fois, j'ai entendu dire une ou deux fois que vous réfléchissez toujours à rationaliser. C'est un thème que nous avons, que nous constatons, la rationalisation. Je suis curieuse de savoir, bon, en haut à droite, vous dites, bon, je vous ai entendu dire que vous avez dit cette diapositive s'applique à tous vos patients atteints de MPOC, pas nécessairement ceux qui vont faire partie du programme. Alors, peut-être au niveau de rationalisation, ce que vous annoncez
ce serait bien de choisir. Bon, vous allez toujours avoir ces données. Je crois que ce serait très utile de vous concentrer sur 2 ou 3 des éléments sur lesquels votre programme, selon vous, aura un impact et de déterminer donc ces mesures pour chaque participant au programme. Même dans des rencontres, enfin de cette façon, quand on jettera un coup d'œil au rapport que vous présentez, c'était simplement mon observation au niveau donc de l'orientation, de la concentration. Et puis, un commentaire. Bon, vous évoquez donc la qualité des données, le suivi post-congé. Mais est-ce que vous aurez des données plus utilisables, la capacité de recueillir des informations, meilleures informations sur les personnes inscrites dans votre programme? Docteur Deborah Casey, oui, je pense que nous allons pouvoir tirer cela des contacts avec le patient d'un examen potentiel, donc des données fournies par le fournisseur de soins principal. Cela sera un des rôles de gestionnaire de cas pour le patient donc inscrit dans Inspired. Alors donc les spécialistes, Deborah Casey, les spécialistes de mesure du rendement donc vont toujours s'intéresser d'abord aux patients qui sont inscrits. Ça sera voir donc si ça s'applique aux participants au programme. Mélanie Matribe. Donc vous avez fait un travail complet et nous sommes intéressés de voir comment vous allez réussir donc à cette approche donc de rationalisation. Claudia, oui, la rationalisation, la priorité devrait être au niveau des éléments que nous avons soulignés, donc le taux de réadmission et de réduction de taux de visite de l'urgence. Donc, il nous manque un peu de temps, mais est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Gillian Damons? Gillian Damons, oui, je peux être rapide. Nous envisageons également, nous allons peut-être faire un co-apprentissage parce que je pense que c'est une population légèrement différente. Les patients qui sont assez malades pour venir à l'urgence, mais pas assez malades pour être admis, donc, mais qui s'adaptent moins. Nous pourrions donc réfléchir collectivement la manière de faire participer ces patients au programme. Seront-ils disposés à se rendre à une clinique ambulatoire? Ça reste à déterminer. Je sais que nous avions essayé avec un petit échantillon de patients, des utilisateurs, de gros utilisateurs, nous leur avons écrit pour leur demander s'ils étaient disposés à faire l'objet d'un suivi. On n'a pas eu beaucoup de succès. On peut peut-être travailler avec vous aussi au niveau de ces patients qui visitent l'urgence mais qui ont une affection plus modérée. Ensuite, ce qui fait une réduction des admissions des personnes qui se rendent à l'urgence et qui participent à votre programme plutôt que d'être admis, ça c'est une mesure très intéressante en tout cas. Claudia, merci beaucoup, Gillian. Alors nous allons donc donner la parole à Peter Henderson de l'hôpital d'Ottawa. Si vous avez des questions, nous pouvons toujours prévoir du temps Dr. Casey avec Mélanie et Gillian. À vous, Peter. Peter, eh bien, merci. Vous m'entendez? Demander que je contribue à ce webinaire. Je vais écourter un peu mon exposé étant donné que le temps file. Donc, la prochaine diapo. Alors, nous y sommes. Voici notre énoncé d'objectifs. Essentiellement, nous voulons mettre en œuvre un programme comme Inspired au sein de l'hôpital d'Ottawa. Nous avons 2 grands sites, le civique et le général. Nous avons environ 800 admissions annuellement pour les 2 sites. Donc, nous allons mettre en œuvre le programme au site de l'hôpital général. Nous allons commencer petit pour essayer de l'élargir par la suite. Alors, nous voulons tâcher d'éprouver le concept d'Inspired localement afin d'obtenir un financement accru pour l'élargir au reste de l'hôpital. Cela dit, nous avons du soutien à l'échelle locale. Or, il s'agit pour nous de montrer que nous faisons effectivement une différence. Alors, à la diapo suivante, et je vais présenter donc les cadrans,
J'entends le message à l'effet qu'il faut rationaliser les mesures. Je vais donc vous présenter notre intervention. Généralement, les gens seront admis pour une exacerbation aiguë. Ils seront inscrits dans le programme dans les quelques jours qui suivent leur admission, probablement au deuxième jour de leur admission. On leur donnera à ce moment les valeurs de référence et ensuite, ils recevront une formation, auront un plan d'action et on prévoira une visite de suivi en communauté. Il y aura un coup de fil dans les 2 jours de leur congé de l'hôpital et on espère qu'on pourra leur rendre visite à domicile dans les semaines qui suivront. Ensuite, ils auront 1 ou 2 visites à domicile en fonction de leurs besoins et ils seront suivis pendant 3 mois. Ils auront un appel téléphonique tous les mois et la mesure post-intervention suivra le dernier contact mensuel. Alors, si vous regardez le cadran supérieur, on va se servir des mesures clés, telles que recommandées, mesures principales. Je pensais qu'il faudrait se servir du CRQ, cependant, je m'interroge sur le bien fondé de cette méthode à présent. Je pense cependant qu'on fera peut-être un projet pilote et on verra quelle sera la réaction des patients. On pensait se servir de PHQ-9 et GAD-7 pour la mesure de la dépression et de l'angoisse. À présent, je dirais qu'on pourrait se limiter à PHQ-4. L'échelle de dramatisation de la respiration, on voulait s'en servir car on estime que c'est une mesure dont on se sert localement et qu'on a validée. En fait, nous avons estimé que c'est ce qui poussait les gens à se présenter aux urgences. Donc, on se concentre sur les gens qui se présentent très souvent aux urgences. C'est pourquoi on se servait de cette échelle de dramatisation en 13 points. Ensuite, on veut se servir des espoirs et attentes. Et dans le cadre de l'évaluation de l'entretien, lorsque le patient est admis à l'hôpital et après le dernier appel, on fera une mesure de taux efficacité. On a un questionnaire en 2 questions qui peut être fait donc très rapidement. Alors voilà pour les soins centrés sur le patient et sa famille. Passons maintenant à l'efficacité pour le système de soins de santé. On se sert des indices recommandés et au départ, on envisageait pendant les 30 jours d'examiner les visites aux urgences et les admissions ou les réadmissions à l'hôpital. Et on veut aussi évaluer la durée de séjour pour chacune des admissions. Ce qui nous intéresse est d'examiner notre cohorte de patients et de déterminer leur taux de réadmission, les taux de visite aux urgences par rapport à l'expérience de l'hôpital d'Ottawa pour des patients similaires. Et l'autre chose qu'on voulait faire, c'était également d'examiner la cohorte de patients qui sont dans le programme Similar Inspired pour déterminer s'il y a une différence si on regarde les 12 mois qui ont précédé leur admission au programme par rapport aux 12 mois qui suivent leur admission au programme. Alors, on va faire une évaluation au sein de la cohorte et par rapport à d'autres cohortes. On se sert aussi de la mesure de transition des soins et sur le plan de la pertinence des soins, on a un certain nombre de mesures de processus et nous avons identifié ces 4 mesures. Or, il s'agit de nous assurer qu'on mette en œuvre le programme tel que suggéré. Donc, identification de la thérapie de renoncement au tabac et s'assurer effectivement que les patients reçoivent effectivement une intervention de type Inspired. Alors voilà, c'était l'aperçu des mesures dont on se servira. Je pense qu'on peut sauter quelques diapos car on entre dans le détail de ce que je viens de présenter. Et la dernière diapo, enfin pour
vous parlez des défis, ce qu'on a constaté, c'est que bien qu'on ait une administration qui nous appuie beaucoup, et d'ailleurs, nous avons beaucoup de soutien du côté de la recherche avec notre dépôt de données, nous estimons que les défis sur le plan de la mise en œuvre dans un grand hôpital d'enseignement, un grand hôpital universitaire, c'est de mettre en œuvre un programme et toutes les mesures connexes. Enfin, c'est un défi qu'on n'avait pas encore, dont on n'avait pas encore pris toute la mesure. Il y a beaucoup de défis à surmonter. C'est une chose qu'on avait sans doute sous-estimée au départ, sachant qu'on n'a pas encore commencé le programme. Alors voilà, je pense que je peux en rester là. Claudia Amar, merci. Mélanie disait justement que, étant donné que le temps file, elle fournira ses commentaires dans la boîte de dialogue. Alors, je vais rapidement les passer en revue. Essentiellement, elle dit qu'elle constate beaucoup de mesures cliniques, dont l'échelle de dramatisation, le PHQ, le GAD, donc beaucoup de mesures, de ressources nécessaires aussi pour mesurer. Alors, elle indique que pour miser là-dessus, il serait important d'élaborer des mesures et des cibles en fonction de ces mesures, c'est-à-dire d'avoir des cibles attendues, avoir un plan si jamais ces cibles ne sont pas atteintes. Ensuite, pour la pertinence des soins, examinez mensuellement vos plans. Mais elle estime que votre plan est très exhaustif et que vous avez une excellente définition opérationnelle. Jillian, avez-vous quelque chose à ajouter? Jillian Demons, oui, très rapidement. Si j'ai une réflexion à faire, elle concerne un élément que j'ai vu dans le plan de mesure séparément, c'est-à-dire le partage des mesures avec des résultats avec les équipes. Vous avez dit que ce serait dans des résumés trimestriels. Je vous encourage à examiner comment vous pourriez partager des renseignements avec vos équipes cliniques plus régulièrement. Si c'est seulement périodique, les outils ne seront pas utilisés au meilleur escient possible. Donc, vous allez passer beaucoup de temps à mesurer et vous allez avoir des renseignements généraux sur votre population de patients et votre programme, mais vous devez partager ces renseignements plus régulièrement afin d'informer les soins individuels fournis aux patients. Par exemple, le PHQ-9, l'échelle de dramatisation respiratoire. Enfin, ces outils sont intéressants. Or, il faut pouvoir les communiquer plus souvent. Qu'allez-vous faire avec les patients qui sont à plus haut risque de réadmission, par exemple? Bon, alors ce sont d'excellentes suggestions. Claudia Amar, si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans la fonction chat. On pourra aussi prendre le temps de discuter avec vous suite à l'appel. On passe maintenant à la prochaine séance, à la prochaine partie de cette séance plutôt. C'est-à-dire qu'on voulait vous renseigner davantage sur le programme ontarien d'actes médicaux fondé sur la qualité. Nous estimons que c'est un programme important et donc je sais que Terence Sullivan est au téléphone et qu'il pourra nous renseigner sur cette initiative d'ailleurs qui fera l'objet d'un webinaire distinct ultérieurement. Terry Sullivan. Oui, alors nous aurons un webinaire sur ces actes médicaux fondés sur la qualité au mois de décembre, mais notre objectif était de déterminer quelle était la logique derrière les paiements fondés sur les actes médicaux de la qualité, plutôt que d'avoir un budget global, c'est-à-dire avoir un budget qui est conçu pour impulser la valeur, c'est-à-dire améliorer les marges de coûts, réduire les coûts et s'assurer de cibler une meilleure qualité. Je crois que l'expérience de l'Ontario peut être intéressante pour l'AMPOC. Alors, on pourra présenter ultérieurement les formules de financement qui visent à
impulser la qualité, l'efficience et la réduction des coûts. Donc, c'est un peu différent des efforts entièrement volontaires, car les hôpitaux ontariens devront dans l'avenir limiter encore davantage les coûts afin de respecter les mesures d'efficience déjà établies par le ministère. Claudia Amar, bien. Alors, merci, Terry. Alors, je suis heureuse que nous ayons eu le temps d'entendre les équipes. Nous allons donc maintenant rapidement passer à la diapo 48. Désolée d'avoir coupé un peu court à l'exposé de M. Sullivan. Alors, si vous avez des questions entre-temps que vous voulez noter dans la fonction chat, faites-le. On tâchera d'y répondre pendant le webinaire, sinon par la suite, mais on s'assurera que vous ayez des réponses. Alors, avant de conclure l'appel d'aujourd'hui, on voulait présenter le gabarit de scénarimage. Alors, les scénarimages sont utiles pour présenter votre travail à divers auditoires. L'objectif du scénarimage est de créer une image qui communique clairement les éléments clés de votre initiative. Ça vous permet d'expliquer votre énoncé de problème, votre objectif, l'amélioration ciblée, les données de mesure, les enseignements retenus et les activités prévues. Alors, le scénarimage et son modèle a été affiché dans la plateforme d'apprentissage en ligne et nous vous demandons de déposer votre scénarimage au plus tard le 2 décembre, en même temps que vos plans de mesure. Alors, à la diapo suivante, vous avez l'échéancier, le calendrier des webinaires intérimaires d'avancement des projets. Les équipes présenteront dans la langue de leur choix. Ainsi, les documents ne seront pas traduits à l'avance, mais les 3 webinaires seront interprétés. Donc, pour le 10 décembre, nous allons nous consacrer aux 7 équipes ontariennes. L'ordre des exposés est affiché à l'écran et d'autres équipes, évidemment, peuvent écouter, mais c'est tout à fait facultatif. Pour le vendredi 12 décembre, nous aurons les 4 équipes du Québec et 2 équipes de l'Atlantique, dont South Shore Health et Central Health. Les équipes du Québec vont sans doute présenter en français et vous aurez toujours accès à l'interprétation simultanée. Le dernier webinaire aura lieu le 15 décembre. À ce moment-là, nous aurons Horizon Health Network, Health PEI et les 4 équipes de l'Ouest. Diapo suivante. Donc, suite à cet appel, nous vous invitons à consulter la plateforme, à écouter l'enregistrement de l'appel et vous pouvez aussi consulter le calendrier pour les dates à venir. Nous vous invitons aussi à compléter le court questionnaire d'ici le 25 novembre. On vous rappelle que c'est important de compléter ces questionnaires car ils permettent d'ajuster le cursus en fonction de vos besoins. Notre collègue Megan vous enverra un courriel avec les liens pertinents partagés lors de ce webinaire. Alors, je vous rappelle, nous avons les webinaires d'état d'avancement de vos projets les 10, 12 et 15 décembre. Vous trouverez tous les renseignements sur la plateforme d'apprentissage en ligne, à savoir quand vous devez présenter, et vous trouverez aussi le modèle ou le gabarit de scénarimage. Je vous rappelle aussi que les responsables des mesures ont reçu un courriel concernant la rencontre en février, les 10 et 11. On vous rappelle que vous êtes responsable de vos propres réservations d'hébergement. Au cours de l'atelier, nous parlerons de mesures avec les responsables des mesures, mais évidemment, nous aimerions avoir vos réflexions quant à ces conversations à l'avance. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, dites-le nous. En attendant, si vous avez des questions sur le contenu de cet appel, que vous voulez plus de temps avec un membre du corps enseignant, dites-le nous. Autrement, au nom de toute l'équipe de la FCASS, nous vous remercions d'avoir assisté à cet appel conférence. Nous vous remercions M. Sullivan, Mme Phillips, Mme Jillian Demons, Melanie Rathgaber, ainsi que les conférenciers. Nous remercions aussi les interprètes pour leur travail. Nous vous remercions de votre participation et excellente fin de journée à tous. La téléphoniste. Mesdames et messieurs, ceci conclut votre appel téléphonique. Nous vous remercions de votre participation. Vous pouvez maintenant raccrocher votre téléphone.